Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle d'une annonce qui fait le buzz. Tanguy, bonsoir, merci pour votre invitation. Je vous en prie, soyez le bienvenu. Député du Rassemblement national de la Somme, membre du bureau national de ce parti. On voit que Donald Trump hésite à frapper l'Iran. Il a envoyé une dizaine de navires, une centaine d'avions, nous disait il y a quelques instants le général. Le temps presse, c'est ce qu'il a dit hier au régime iranien. Quelle est votre position? Est-ce qu'il doit frapper ou pas? Notre position, elle est constante, c'est qu'il faut être une extrême prudence sur les interventions étrangères qui visent à renverser un régime. Aucun exemple n'a fonctionné, en particulier au Moyen-Orient, et qu'on va voir ce que fait le Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y a eu l'exemple, dans un contexte très différent, des frappes contre les installations nucléaires iraniennes, faut être honnête, qui avaient bien fonctionné, qui n'avaient pas perturbé le Moyen-Orient et l'équilibre local, qui avaient rempli ses objectifs. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les résistants iraniens, le peuple iranien qui veut se débarrasser de ses tyrans, tout en laissant la souveraineté du peuple iranien et la capacité du peuple à se libérer de lui-même de cette tyrannie. Là, il faut être aussi dans une posture de modestie. Voilà, il faut aussi voir par rapport aux alliés. Une modestie, on entend quand même que vous ne seriez pas en soutien d'une opération militaire américaine. Ça dépend vraiment de la nature de l'opération. Est-ce qu'elle permet au peuple iranien... Si c'est une frappe chirurgicale pour éliminer le guide suprême, pourquoi pas? Nous ne sommes pas experts, et moi en particulier, de la situation. Et Jordan Bardella et Marine Le Pen s'exprimeront en temps venu. Mais il n'y a pas de ligne aujourd'hui? Non, si, la ligne, c'est qu'il faut que les peuples se libèrent d'eux-mêmes, qu'on peut les épauler, les aider autant qu'on peut, mais que l'intervention étrangère, en particulier au Moyen-Orient, dans un pays, une vraie nation, une vraie civilisation, qui a 3 à 4 millénaires derrière elle, 90 millions d'habitants, avec la situation Pakistan, Afghanistan d'un côté, les pays du Golfe de l'autre, Israël, évidemment, il faut être ça avec une main très prudente et beaucoup d'humilité. Mais alors, pour le Venezuela, ça passait. C'est ce que disait Eric Ciotti, votre allié, qui s'est félicité de l'enlèvement de Nicolas Maduro. Eric Ciotti dirige l'UDR, qui est un parti indépendant. Alors, qui siège avec vous à l'Assemblée. Il siège dans son propre groupe. Ouais. Non mais d'accord, mais c'est intéressant. Non mais c'est intéressant, il y a des lignes de partage. Absolument. Vous n'êtes absolument pas en accord avec lui sur ce sujet-là, nous ne sommes pas d'accord. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a accusé au début... Que le parti de M. Ciotti était une coquille vide et la marionnette du Rassemblement national. Donc vous voyez bien que c'est un parti indépendant, il a ses positions, nous avons les nôtres. Jordan Bardella et Marine Le Pen ont immédiatement condamné l'intervention au Venezuela, parce que c'était une intervention qui était totalement en dehors du cadre international et qui ne permettait pas au peuple vénézuélien de s'en sortir. D'ailleurs, le régime est maintenu, le régime chaviste est maintenu. Voilà, donc il faut avoir une main très prudente et une parole très prudente. J'entends ce que vous dites ce soir. Très clairement, vous ne diriez plus aujourd'hui au Rassemblement national que Donald Trump incarne un vent de liberté qui souffle sur toutes les démocraties occidentales. Non, mais c'est-à-dire c'est aussi des phrases qui sont un peu isolées de leur contexte. Jordan Bardella en mars dernier. Non, mais j'ai pas dit que c'était une fausse phrase. J'ai dit qu'elle était isolée de son contexte, de la ligne politique. Mais non, mais ça c'est ce qu'on répond quand. Mais non, mais surtout, excusez-moi, je veux pas parler de moi parce que ça n'a pas d'intérêt. Il aurait pu dire, il fait souffler un vent de liberté sur les États-Unis. Il dit, il fait un vent de liberté chez nous. Il se trouve, il parlait de la volonté politique, c'est-à-dire qu'un homme politique, respecte les promesses faites à son peuple. Mais la ligne politique du Rassemblement national, c'était on prend acte de l'élection de Donald Trump comme on aurait pris acte de l'élection de Kamala Harris. Il y a même une vidéo de moi qui circule. On me demande alors, vous allez voter pour Donald Trump ou Kamala Harris? Et je réponds, je ne vote pas, je suis français. Donc on peut pas être plus clair. La ligne d'un parti nationaliste comme le Rassemblement national, c'est la souveraineté des peuples et les Américains défendent leurs intérêts. Voilà. Et cette petite histoire qu'on entend chez nos adversaires politiques, notamment des macronistes, pour essayer de faire oublier qu'eux-mêmes n'ont pas été très courageux face à Monsieur Trump, ça marche pas. Voilà, on peut pas accuser le Rassemblement national d'être un parti patriote, souverainiste, et en même temps nous accuser de soutenir des régimes étrangers. Voilà, il faut choisir l'accusation. Voilà, mais il peut pas y avoir les deux accusations. On va parler, si vous voulez bien, du procès de Marine Le Pen, le procès en appel où elle joue son avenir politique. Sophie Dupont nous a rejoint. Je crois que vous connaissez Sophie Dupont, c'est elle qui couvre l'actualité du Rassemblement national. Bonsoir Sophie pour BFM TV. Et professionnelle, évidemment, comme tous les journalistes de cette rédaction, qui couvre le procès en appel et qui avait déjà couvert le premier. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir comparer entre les deux. On a l'impression, Jean-Philippe Tanguy, mais c'est la première question que je vais poser à Sophie, que tout ne s'est pas passé exactement comme prévu pour Marine Le Pen dans ce procès en appel qui va se terminer bientôt. Le réquisitoire, c'est mardi prochain. Ça fait 3 semaines que ça a commencé d'abord. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que Marine Le Pen, Sophie, a changé de stratégie pendant cette audience ?
Pas vraiment. Sur le fond, Marine Le Pen, elle a continué à nier tout système. Elle a répété à plusieurs reprises « je n'ai jamais donné d'instructions », mais elle a reconnu des négligences à la marge, que peut-être certains assistants parlementaires, au cas par cas, de manière résiduelle, ont pu travailler au bénéfice du parti. Et ça, c'était nouveau. Elle l'avait pas fait en première instance. L'objectif, c'est évidemment de réduire au maximum sa peine. Sur la forme, par contre, c'était une Marine Le Pen totalement différente de la première instance. Elle s'est efforcée de rester très calme à la barre, de ne surtout pas plaider son propre cas. Elle, l'ancienne avocate, elle a paru beaucoup moins vindicative. Lors de son interrogatoire, elle avait que quelques feuilles à noter et plus cet épais dossier avec plein de post-it à l'intérieur. Elle a une préoccupation, Marine Le Pen, depuis l'ouverture de ce procès, c'est de surtout pas braquer la cour, et donc elle n'a pas pris la parole une seule fois dans les allées du palais de justice face aux caméras, contrairement au procès en première instance où à de très nombreuses reprises elle commentait le jour après jour le procès. Pendant ces 3 semaines d'audience, est-ce qu'elle a marqué des points ou est-ce qu'elle en a perdu en cours de route? Ça, c'est difficile à dire, ça sera à la cour de le dire. Ce qu'on peut quand même relever, c'est qu'il y a une victoire procédurale pour Marine Le Pen, c'est le nombre de contrats problématiques qui lui sont reprochés. L'accusation a décidé d'en retenir moins qu'en première instance, ce qui pourrait, in fine, alléger sa peine. Et ça, donc, c'est évidemment une bonne nouvelle pour Marine Le Pen. Reste que les 3 semaines qui se sont écoulées, ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour les prévenus. Je pense notamment à Julien Audoul, qui était assistant parlementaire à l'époque, qui a reconnu à la barre qu'il n'avait pas travaillé pour son eurodéputé pendant plusieurs mois. Bruno Gollnisch, qui était l'ex numéro 2 du parti, qui a nié lui aussi tout système, mais qui a reconnu une organisation. Ils ont tenté, les uns après les autres, les prévenus, de plaider leur bonne foi, mais on a senti la présidente de la Cour agacée à plusieurs reprises, perdre patience. Et donc le bilan, c'est Marine Le Pen qui le fait en privé à l'issue des 3 semaines, cette semaine au tribunal, et qui confie qu'elle a bien l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments qui ont cranté selon elle. Ça veut dire que c'est fini. Marine Le Pen ne sera pas candidate. Elle considère que c'est déjà fichu. Ah non, moi, écoutez, moi en tout cas, de toute façon, Marine Le Pen ne m'a pas fait part de ça du tout. Je l'ai vu lors de la motion de censure de vendredi. Elle était confiante dans sa capacité à défendre ses arguments. Bah, écoutez, nous verrons maintenant. En tout cas, une fois de plus, elle a pris ce procès on ne peut plus au sérieux, puisqu'elle y allait presque tous les jours. Sophie Dupont a très bien résumé les différences entre le premier procès et le procès. Madame Dupont y était. Moi, j'étais en appel. À l'Assemblée nationale. Exactement, mais en tout cas, on a le sentiment que les mots changent un peu. On ne redirait plus aujourd'hui au RN, les juges tyrans exécutent l'état de droit en place publique, comme vous aviez pu le dire, à l'Assemblée nationale, devant témoins et devant même des dizaines de députés après le premier procès. Ça, c'est fini. Il n'y a plus de juges tyrans. À l'époque, il est possible que je me sois un peu emporté. Vous savez, il y a une expression populaire qui dit on a 48 heures pour maudire ses juges. Ah, donc vous ne rediriez pas et vous ne redites pas la même chose ce soir. Je pense que je me suis un peu emporté à ce moment-là par loyauté et fidélité à Marine Le Pen et à nos amis. Merci beaucoup, Sophie Dupont. C'est Raphaël Grabli qui va vous succéder dans un instant. On va parler immigration avec vous. On connaît les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. Ce sont les chiffres pour l'année 2025. J'avais envie de vous interroger sur plusieurs points précis, Jean-Philippe Tanguy. D'abord, pour donner un peu l'image globale des chiffres de l'immigration, 380 000 premiers titres de séjour accordés l'an dernier, c'est une hausse. Et les étrangers en situation régulière représentent 8% de la population française. Je m'en tiens pour l'instant à ces 2 chiffres-là, on va rentrer ensuite dans le détail. Mais est-ce que vous considérez que 8% de la population française, c'est trop ou pas ? Oui, c'est trop par rapport aux besoins de notre pays, à notre capacité d'assimilation. Le marché du travail est très fragilisé en France, les salaires sont très bas, il y a plus de 6 millions de chômeurs ou de personnes mal employées, et on n'a pas besoin de cette immigration qui n'est pas qualifiée, parce que l'autre enseignement... Oui, on va en parler, oui, on va en parler dans oui, mais voilà, c'est sur l'ensemble que je voulais avoir votre avis. Mais l'ensemble est trop, parce qu'on nous dit toujours il faut une immigration de travail, et c'est une immigration étudiante, humanitaire, familiale. Alors, par on exemple, est très loin de l'immigration de travail. Aujourd'hui, l'objectif, c'est mais en plus des autres personnes qui sont déjà sur le territoire, bien sûr. Ça fait 8%. Nouvelles entrées, j'ai bien précisé. 380 000, ce serait quoi l'objectif pour le RN ? L'objectif, ce serait de tendre à zéro avec les personnes qui quittent le territoire. C'est-à-dire le solde migratoire doit être négatif en dehors des Français qui quittent le territoire. Voilà, le but, c'est qu'il y ait moins d'immigrés, moins d'immigration en France. De tendre vers zéro. Donc tendre vers une immigration zéro. Oui, bien sûr, oui, tendre vers une immigration zéro et même négative, puisque le souhait, c'est quand même que l'immigration baisse en France, que le nombre d'immigrés au chômage ou qui ne travaillent pas, inactifs,
baisse dans notre pays. Oui. Est-ce que dans ce tendre vers zéro, vous mettez ce qui est aujourd'hui la principale porte d'entrée vers la France, c'est-à-dire les étudiants? Oui, parce que 118 000. Je redonne juste, pardon pour la clarté de nos échanges. 118 000 titres de séjour accordés à des étudiants, ça représente un tiers du total qu'on a rappelé hier. Là, pour vous, 118 000, c'est trop? Oui, c'est trop parce que ça correspond à une filière qui est dévoyée et qui coûte quand même cher à notre pays. Parce que vous savez, par exemple, très concrètement, les macronistes avaient voté le fait que les études, enfin le paiement des études pour les étrangers devait être bien supérieur aux nationaux. Bon, cette mesure n'est pas appliquée par les universités. Bon, bah, donc ça coûte très cher au budget de la France. Les deux premières nationalités d'étudiants qui viennent en France, vous les connaissez peut-être, ce sont les Chinois et les Américains. Tout à fait, oui. Bah oui, il y a une filière d'immigration clandestine américaine en France. Oui, je vous ai pas dit qu'il fallait empêcher parce que c'est des nationalités différentes. J'ai dit que les étrangers paient pas. Donc là, j'ai été très précis. Et les Américains, vous savez combien coûtent les études aux États-Unis? Bon, bah, la différence nous est très défavorable pour les Français. Les Chinois ont les moyens de payer des études aux Chinois. Il y a quand même un certain nombre de scandales qui est dans un certain nombre d'écoles de commerce, notamment, des trafics de diplômes venant de la Chine. Donc, votre question, elle est intéressante parce que souvent, la position du Rassemblement national est caricaturée. Nous serions, c'est pas ce que vous avez dit là, mais nos adversaires disent oui, ils sont hostiles à une certaine immigration venant de certains pays pour stigmatiser. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. Et non, pas du tout. Vers l'immigration zéro aussi pour l'immigration des étudiants? Oui. Pas une immigration durable, hein. La plupart rentrent au pays après. Il y en a beaucoup qui restent, mais il faut faire le tri, si vous voulez, entre les étudiants, parce qu'il faut des échanges estudiantins, évidemment, mais des gens qui viennent vraiment pour étudier dans notre pays, qui doivent payer leur juste part. La France, c'est pas un buffet ouvert, et je pense que l'immigration diminuera. Vous savez, quand on sait aux États-Unis le rôle que jouent notamment politiquement les dettes étudiantes, bon, on n'est pas là pour payer à la place des Américains leurs études. Mais c'est intéressant parce que souvent, ce qu'on appelle les visas pour soins, dans une autre catégorie, où on pense que nous, on cible uniquement les immigrés qui viendraient des pays les plus pauvres. Non, les visas pour soins, c'est-à-dire des personnes étrangères qui viennent dans notre pays pour se faire soigner avec l'argent des Français, ça concerne beaucoup de Britanniques, de personnes d'Amérique du Nord, mais tout le monde connaît le coût de la santé dans ces pays, c'est très cher. Et en France, c'est pas cher, voire c'est gratuit. Donc, la dette médicale, par exemple, des immigrés ou des touristes américains ou du Royaume-Uni est très importante. Presque 1 milliard d'euros si on prend tous les visas pour soins. Vous l'avez abordé rapidement il y a quelques instants. Raphaël Grabli nous rejoint. Bonsoir, Raphaël. Il y a une forme d'immigration qui a reculé l'an dernier en France, c'est l'immigration de travail qui recule assez nettement. Très nettement même, moins 12% sur un an, 51 000 premiers titres de séjour en 2025. On parle de titres de séjour, évidemment pas de naturalisation. Et ce motif économique qui représente 13% du total des premiers titres de séjour, des immigrés dont d'ailleurs ont besoin souvent nos entreprises. Il y a une étude de la BPI, Banque publique d'investissement, sur les entreprises industrielles. Ça date de 2023, sur les motivations des patrons pour recruter un salarié étranger. Il y a deux principales motivations. La première, c'est d'avoir un bon profil, quelqu'un dont les compétences sont compatibles avec le poste, mais aussi, et c'est très important, 43%, faute de candidats français. Il y a peut-être aussi une autre motivation qui est moins avouée. Le salaire, selon l'OCDE, les immigrés sont payés en moyenne 28% de moins que les Français. Oui, il y a un pays en ce moment qui est en train d'ouvrir assez largement ses portes. C'est un pays que connaît bien Jean-Philippe Tanguy. C'est une cousine germaine du Rassemblement national, c'est Giorgia Meloni en Italie. Exactement, cousine transalpine, l'Italie évidemment. Donc Giorgia Meloni, pas franchement de gauche et qui n'est pas du tout hostile à cette immigration de travail. Une explosion des quotas pour les travailleurs extra-européens depuis son arrivée au pouvoir, environ 165 000 par an. Vous voyez la courbe, elle est extrêmement explicite. Au total, on sera à peu près à un quota de 1 million de travailleurs extra-européens d'ici 2028. Alors j'ai regardé le programme du RN de 2022 dédié à l'immigration. Vous aviez un livret uniquement dédié à l'immigration, 16 pages. J'ai pas vu de proposition concernant justement l'immigration de travail. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'image d'immigrés en train de travailler. Si on regarde les visuels qui étaient dans ce livret, vous évoquez, c'est vrai, souvent cette immigration illégale, mais est-ce que le RN a des idées pour cette immigration? Alors on appelait ça l'immigration choisie du temps de Nicolas Sarkozy. Oui, bon, qui était un slogan une escroquerie, donc qui n'a pas fonctionné évidemment parce que l'essentiel de l'immigration, on le voit encore aujourd'hui, c'est l'immigration humanitaire, familiale, estudiantine, et on n'a pas besoin de cette immigration de travail en dehors de quelques postes très qualifiés dans la médecine ou quelques postes d'ingénierie ou de chercheurs, on peut les accueillir évidemment. Mais quand vous avez 6 millions de Français qui ne sont mal formés en sous-emploi, moi je vois en Picardie. En Picardie, on dépense plusieurs centaines de millions d'euros dans cette région, ancienne région, pour former les gens, et c'est pas fonctionnel. Donc, on n'a pas besoin de celle-là non plus.
Ah non, Donc, pas du tout, non. En dehors de quelques l'Espagne, alors on va toujours de votre cibler couleur politique, oui, mais qui régularise ou l'Italie se Je pense qu'ils ont tort, oui. Je pense qu'ils ont tort. Je pense que Madame Meloni devrait faire le choix de sa propre jeunesse, parce qu'il y a des grands problèmes de pouvoir d'achat dans la jeunesse italienne. Les Italiens partent de chez eux entre 25 et 30 ans. Ça a des effets terribles sur la démographie, mais enfin, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur pays, ils sont souverains. Je me mêle pas de leurs affaires. Nous, en France, on a 6 millions de Français qui sont au chômage ou mal employés, sous-employés. La formation professionnelle coûte très cher, environ 30 milliards d'euros par an, et est complètement dysfonctionnelle. Et il n'y a pas de raison de pas travailler quand on est français, qu'on veut travailler. Et cette immigration est faite à la baisse sur les salaires. Vous savez, moi j'ai été 5 ans serveur, je vois bien qu'ils travaillaient avec moi. Moi j'ai travaillé avec des cuistots qui étaient notamment de la communauté tamoule à Paris. Ils acceptaient des conditions de travail très difficile, et c'est aussi, comment dire, une partie quand même du patronat français utilise des gens qui ont peu de droits, qui ont peu de revendications, pour pas améliorer les conditions de travail. Vous savez, la branche restauration hôtellerie dont on parle souvent, elle a des conditions de travail que vous accepteriez pas et que moi non plus. Par exemple, les jours fériés sont pas payés à part le 1er mai, les horaires de nuit ou de tôt le matin c'est pas payé. Vous pouvez être arrêté la moitié de la journée, vous n'êtes pas payé. Voilà. Donc, qui est-ce qui accepte ces travaux? Soit les étudiants, comme moi à l'époque, soit des gens très précaires, soit des immigrants en situation illégale qui peuvent pas se plaindre. J'entends bien, il y aura pas de politique de quota, il y aura pas de régularisation comme peut le faire certains de nos voisins. Et si je reprends ma question du début, 380 000 entrées provisoires sur le sol, l'objectif du RN, c'est combien? C'est de tendre vers zéro, sachant qu'il y aura encore des étudiants, donc ça veut dire que c'est négatif. Ça veut dire qu'il n'y aura plus non plus de droit d'asile en France? Si, mais le droit d'asile sera restreint au vrai droit d'asile. Par exemple, là, quand je vois la liste des pays de droit d'asile, il y a pas de raison. Le Congo, par exemple, je crois qu'il est deuxième. Le Congo est deuxième, effectivement. Voilà, Haïti, je vois pas pourquoi Haïti. Ouais. Bon, voilà, il y a beaucoup de pays qui sont considérés comme sûrs. Le fait d'être un pays pauvre n'est pas une condition du droit d'asile. Le droit d'asile, c'est pour des gens qui sont en danger. Une petite question d'actualité. Vous avez sans doute vu la proposition de votre voisin, le député de la Somme, François Ruffin, qui dit si je suis élu, si j'arrive à l'Élysée, je me paierai au SMIC. C'est une bonne idée, c'est complètement démago, vous pourriez l'inclure dans votre programme ou... Je pense que c'est un peu démago. Encore, j'étais contre le fait que M. Sarkozy choisisse d'augmenter son salaire à l'époque. M. Hollande l'a baissé. Voilà, je crois qu'on est quand même dans l'épaisseur du trait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a repris une vieille proposition de ma famille politique, de la famille gaulienne, qui est par contre qu'on paie ses dépenses. Parce qu'il a dit qu'il ferait comme le général de Gaulle, il installerait un compteur électrique à l'Élysée. Donc Jordan Bardella paiera toutes ses factures. C'est Marine Le Pen déjà qui est candidate et qui choisira, mais je pense que ça c'est une bonne doctrine de séparer. En fait, c'est psychologique, c'est séparer ce qui relève de l'État, parce que le général de Gaulle avait comme une vision de l'État aussi qui était une vision de prestige. Donc, mais à côté, les dépenses personnelles, et par exemple les dépenses aussi d'Yvonne de Gaulle, qui avait acheté ses propres services de vaisselle, elle en était très fière. Alors non pas au supermarché comme j'ai entendu, au bon marché. Oui, c'est au bon marché pour Yvonne de Gaulle, c'est pas tout à fait le même... Elle était quand même femme de général. Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy. Donald Trump intensifie ses menaces contre Téhéran. Cette fois avec une dizaine de navires de guerre états-uniens postés au Proche-Orient, dont un porte-avions arrivé lundi. En cas d'attaque, l'Iran promet de se défendre et de répondre comme jamais. Pendant ce temps, le bilan des morts de la violente répression orchestrée par le régime des ayatollahs depuis fin décembre ne cesse d'enfler. Mercredi, la rhétorique guerrière des États-Unis et de l'Iran a pris une nouvelle enflure. Dans un message publié sur son réseau Truth Social, le président états-unien a déclaré qu'une armada massive se dirige vers l'Iran et qu'elle avance rapidement avec une grande puissance. Cette flotte, que Trump dit plus grande que celle envoyée au Venezuela, est composée du porte-avions Abraham Lincoln, accompagné de 3 destroyers et d'avions de combat furtifs F-35C et de 6 autres navires de guerre. Comme dans le cas du Venezuela, elle est prête, disposée et capable d'accomplir rapidement sa mission avec vitesse et violence si nécessaire, a menacé le président. À la mi-janvier, Trump avait déjà promis d'intervenir militairement en Iran pour stopper la répression sanglante du régime des ayatollahs. Cette fois, il a plutôt ciblé le programme nucléaire iranien comme justification à une éventuelle intervention. Trump a invité Téhéran à conclure un accord juste et équitable sur le nucléaire, sans quoi, a-t-il tonné, les États-Unis attaqueront le pays avec plus de force qu'en juin dernier, lorsque des frappes avaient détruit une partie des installations nucléaires iraniennes. Dans une réplique tout aussi corrosive, la mission iranienne à l'ONU a répondu mercredi sur le réseau social X que l'Iran se tient prêt pour un dialogue basé sur le respect et les intérêts mutuels. Mais si on le pousse, il se défendra et répondra comme jamais. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi,
a ajouté sur X que les forces de son pays sont prêtes, le doigt sur la gâchette, pour répondre immédiatement et avec force à une agression. L'Iran n'a jamais cherché à se doter de l'arme nucléaire, a-t-il assuré, et souhaite négocier sans coercition, menaces et intimidation un accord mutuellement bénéfique sur son programme nucléaire.